Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fabrice, bonjour Annick. Et je voudrais saluer, je veux dire, l'initiative d'Annick et la féliciter pour sa Légion d'honneur bien méritée. On veut que le monde ralentisse, etc. Et pourtant, la question de la vitesse est clé, j'allais dire, pour notre secteur. Alors, la vitesse, oui, mais pas n'importe laquelle. Pas celle en tous les cas de la fast fashion, pas à n'importe quel prix, et pas pour continuer, je vais dire, à faire les choses comme elles ont été faites jusqu'à présent. C'est aujourd'hui une nouvelle conception de la vitesse qui s'impose, et ça serait plus, j'allais dire, il faut plus parler d'agilité, d'adaptabilité, de fluidité et de rapidité. Alors pourquoi j'allais dire cela? Parce que on le sent bien, on le voit bien, les entreprises le savent, euh, il y a un changement véritablement de système qui est à l'œuvre. Euh, les fondamentaux qui ont prévalu, j'allais dire, au succès de ce secteur, sont aujourd'hui périmés. Le système traditionnel, qui était marqué par la multiplication des collections, une délocalisation lointaine et massive, une chaîne logistique finalement longue et complexe, une recherche des coûts directs toujours plus bas et une surabondance d'offres. Et aujourd'hui, les entreprises voient leurs marges diminuer, les consommateurs attendent autre chose. Et donc, il faut repenser, j'allais dire, l'ensemble. Et je pense que Céline Chouin, qui était pilote de l'étude sur les nouveaux business models qui va intervenir avec moi, va l'aborder. Cette étude nouveau business model qu'ont voulu les fédérations et financée par le défi. Alors, tout d'abord parce que même si on a cette impression de vitesse, de rapidité dans la mode, ça n'est pas si vrai. La chaîne est quand même extraordinairement longue. C'est-à-dire qu'on a une chaîne où effectivement, si on prend chacune des étapes, on prend l'extraction de matière ou les matières premières, on a la production du fil, on a la production du tissu, et en parallèle, je veux dire, il y a les activités, les inspirations de création, puis la fabrication des vêtements, puis le transport, puis la livraison en boutique, puis l'achat. Cette chaîne est extraordinairement longue. Elle est au minimum, quand on prend tout, je veux dire aujourd'hui, de 12 mois. Et c'est quelque chose qui n'a pas tant bougé que ça. Ça s'est un peu amélioré, mais finalement, les choses n'ont pas tant bougé que ça. Et si on regarde l'ensemble des tâches nécessaires à vendre un vêtement, tout en prenant, y compris un transport de pays lointains en container qui dure de 28 à 35 jours, l'ensemble des tâches sans rupture, c'est un mois à un mois et demi maximum. Et si on enlève, j'allais dire, et si on produit localement, l'ensemble des tâches mises bout à bout, c'est 10 jours. Alors, comme dans une chaîne de valeur, dans tout secteur, la réalité des délais est d'un an ou plus, alors qu'on peut faire ça en 10 jours, c'est le signe d'une énorme inefficacité du processus et d'une énorme, je veux dire, source de progrès. Et donc, c'est ça qui va être véritablement à l'œuvre. Alors, la slide 6, tu peux passer la slide 6, la suivante, voilà. Alors, pourquoi la vitesse est-elle essentielle? D'abord et avant tout, pour les entreprises, pour restaurer leur marge. Parce que, effectivement, il faut restaurer les marges financières. Pour coller, alors, je veux dire, surtout au Fashion Green Days, on n'aime peut-être pas ça, mais pour coller à l'exigence de vitesse des clients, notamment les plus jeunes. Les plus jeunes, c'est-à-dire achètent sur les réseaux sociaux, attendent d'être livrés très vite, etc. Et la grande majorité de ces jeunes générations sont addictes à la vitesse. Alors après, il y a une fraction, j'allais dire, une fraction des clients qui, eux,
veulent du slow, mais tout de même, je veux dire, la majorité des clients jeunes je veux dire, souhaitent de la vitesse, de la réactivité. Et il faut cette vitesse surtout pour instaurer des process réactifs et agiles. Et pour ne pas être dépassé par la digitalisation croissante qui envahit notre secteur, tous les secteurs, et qui dit numérisation, digitalisation, évidemment, je veux dire, cela va avec vitesse. Tu peux passer la slide 7. Alors, j'allais dire, comme mot, j'allais dire symbole de vitesse, je pense qu'il faut plutôt retenir agilité et adaptabilité. C'est pour ça qu'il faut aller vite, mais c'est pour être agile et pour être adaptable. Alors, en tout premier lieu, un des énormes problèmes de notre secteur, c'est adapter l'offre et la demande. Aujourd'hui, notre secteur est extraordinairement pénalisé par cette surproduction, cette suroffre, ces surstocks. Alors aujourd'hui, c'est le démarrage des soldes, mais c'est surstock et puis cette quantité incroyable d'invendus. Alors, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite déjà il y a 2-3 ans, je veux dire, avec le gros scandale autour des stocks que H&M brûlait, que Burberry brûlait. Et puis, arrivent aujourd'hui des lois qui vont interdire la destruction des stocks. Et surtout, ce qui compte toujours le plus, c'est que les consommateurs ne l'admettent plus. Les consommateurs n'admettent plus cette forme de gaspillage. Donc, cette vitesse, l'adaptation de l'offre et la demande, même si la création, la créativité, la surprise que crée la création sera toujours au cœur de la mode. Et ce ne sont pas des algorithmes qui vont déterminer, je dois dire, l'ensemble de la mode. Par contre, je veux dire, ce qu'on appelle le consumer intelligence, le numérique, vont permettre de mieux saisir un peu les tendances un peu micro de vente et le modèle vers lequel, je veux dire, le secteur doit aller, c'est effectivement peut-être des productions délocalisées, mais en beaucoup moins grande quantité, en diminuant très radicalement les quantités pour, en fonction des réactions du marché, faire fabriquer localement et répondre très vite à la demande. Alors, on a, j'allais dire, la société Tekin qu'on apprécie, qu'on aime, qui a eu le prix innovation de l'Andam en 2020, qui est justement sur ce créneau, mais ce sont des modèles qui vont, j'allais dire, se multiplier parce que ça va éviter, j'allais dire, cette suroffre et ces surstocks. Alors, des collections plus courtes aussi, et je pense que Céline tout à l'heure va en parler, ça nécessite une nouvelle organisation de l'entreprise, des circuits plus courts, plus simples. Aujourd'hui, cette chaîne est extraordinairement complexe. Il va falloir simplifier l'ensemble, simplifier et digitaliser un certain nombre d'étapes pour effectivement aller plus vite. La page suivante. Toujours donc agilité, adaptabilité. Alors, piloter très finement son activité sur toute la chaîne et de manière continue. Alors, ce secteur aussi, je vous ai signalé combien ce secteur était atypique par rapport à d'autres secteurs sur la durée incroyable du cycle par rapport à la réalité des actions et des opérations de chaque étape. Une autre caractéristique de ce secteur, c'est que de manière générale, ce secteur, je veux dire, beaucoup d'entreprises se reposent encore sur des indicateurs, on va dire, extraordinairement rustiques et qui ne permettent absolument pas de piloter l'entreprise en temps réel. Je vais dire, beaucoup de gens, alors ça commence à évoluer, mais résonne encore par rapport au coût direct, ses coûts matières, ses coûts fabrication, et on met un multiplicateur, et puis zou, ça fait, j'allais dire, qu'au total,
on ne pilote rien du tout. Et que si on veut augmenter la marge, quand on a ce type d'indicateur, je veux dire, évidemment, c'est réduire le coût matière et le coût fabrication. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de coûts qui sont ignorés, il y a beaucoup de marges intermédiaires qui sont ignorées. Le calcul par produit, in fine, quelle est sa marge réelle, c'est très rarement fait, c'est très rarement fait. Il faut vraiment de nouveaux indicateurs. Alors, KPI, c'est Key Performance Indicator, je pense. Je veux dire, il faut des indicateurs qui permettent à l'entreprise de suivre au quotidien, de manière continue, en temps réel, ce qui se passe, et de surtout calculer, je veux dire, la rentabilité réelle de ces collections. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel le secteur, les entreprises doivent véritablement travailler. Et un point, alors je l'ai mis un peu en dernier parce que tout le monde l'a en tête, je veux dire, tout le monde a en tête les disruptions de 2020, je veux dire, quand le premier confinement est arrivé, l'impossibilité d'être livré, la rupture des chaînes d'approvisionnement. Et je dois dire, les entreprises aujourd'hui doivent répondre efficacement à l'incertitude et très rapidement au choc. Ça signifie aussi des processus, une organisation reconfigurable, une partie de production proche pour la sécuriser, non seulement pour aller vite, comme on l'a vu tout à l'heure, mais la sécuriser. Et de penser que les chocs, c'est quelque chose à peu près d'exceptionnel et que là, on vit encore un choc absolument incroyable, inouï, et qu'une fois ce choc passé, ça va, la vie reprendra et on aura une vie j'allais dire, une vie économique plus sereine, c'est totalement faux. Donc, on peut passer la slide suivante. Merci. Les chocs et les disruptions vont devenir et font partie, malheureusement, du prévisible et presque du quotidien. Il y a une étude McKinsey d'août 2020 qui est extrêmement intéressante et qui montre que le secteur de l'habillement est l'un des plus exposés de tous les secteurs économiques aux disruptions de sa chaîne logistique. Et en cas de pandémie, il est le plus exposé. Donc, notre secteur, nos entreprises doivent intégrer, j'allais dire, dans leur stratégie, dans leur façon de s'organiser, le fait que les chocs et les disruptions sont courantes. Et la conséquence, c'est que comme elles vont être courantes, il faut aussi en intégrer les impacts financiers dans les coûts. Cette étude McKinsey montre qu'une disruption de moins de 100 jours aura lieu, en tous les cas, environ tous les 3 ans et demi. Une disruption de plus de 100 jours, ce qui est colossal, tous les 5 ans. Et 5 ans, c'est tout de même assez rapide. Donc, cet impact, je vais dire, en termes d'organisation, où il faut prévoir peut-être quelque chose d'un peu plus sûr, donc un peu plus coûteux, parce qu'il faut pouvoir réagir très vite. Ces impacts financiers, il faut avoir la prudence de les intégrer dans les coûts chaque année. Alors, il y a 2 graphes qui sont extrêmement étonnants. Donc, si on peut les passer, la page 10. Alors, vous voyez, ça c'est les chocs, tout type de choc, et l'impact que cela peut avoir sur les secteurs. Et vous voyez que apparaît, c'est à gauche, est juste derrière les équipements de communication en termes d'exposition au choc. Donc, il faut bien intégrer ce point-là. C'est que véritablement, ces chocs, cette incertitude, ces disruptions vont malheureusement doivent faire partie des plans d'action des entreprises. L'autre slide, elle montre effectivement, je vais dire, la fréquence de ces chocs. Vous voyez que même, j'allais dire, des chocs, des disruptions de chaînes entre 1 et 2 semaines,
se produisent tous les 2 ans. Donc, ces phénomènes-là ne peuvent plus être ignorés et l'adaptabilité, donc la réactivité de l'ensemble de votre organisation, de vos process, de votre chaîne, j'allais dire logistique en amont de fabrication, doit vraiment être privilégiée. Donc ça, c'est vraiment un point stratégique excessivement important à intégrer aujourd'hui dans le développement des entreprises. Alors ensuite, slide suivante. Sur la slide suivante. Alors, l'entreprise aujourd'hui doit être désormais en capacité de décider et de réagir rapidement. Il ne s'agit plus simplement de créer des produits, de les fabriquer, de les vendre le mieux possible. Bien sûr, de communiquer, de savoir communiquer avec ses clients, de créer des expériences clients. Il ne s'agit plus simplement de répondre à ces objectifs qui déjà sont extrêmement complexes, mais c'est véritablement, je vais dire, en termes de stratégie d'entreprise, de chefs d'entreprise, ils doivent être capables de décider, de réagir rapidement avec une organisation, on peut passer la slide 12, hein, une organisation beaucoup plus flexible avec des process plus rapides et cette offre qui doit aujourd'hui être maîtrisée. Il n'est plus possible de dire, voilà, on fabrique et puis si tout n'est pas vendu, en général, on le détruit. Je veux dire, les entreprises doivent vraiment viser, j'allais dire, le minimum de stock possible. Donc, c'est ce nouveau modèle économique qui est en train de s'imposer, qui est une sorte d'inversion de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une offre mieux maîtrisée par rapport à cette offre absolument surabondante qu'on a aujourd'hui, et un ensemble de chaînes et d'organisations beaucoup plus courtes et beaucoup plus réactives par rapport à une chaîne aujourd'hui de valeur ajoutée qui est extrêmement longue, extrêmement complexe. Donc, oui, c'est une inversion qu'on est en train de vivre véritablement dans les modèles économiques. Alors, on a parlé, on peut passer page 13, de la vitesse. Oui, donc la vitesse, clairement, est un enjeu clé pour la mode, mais c'est une vitesse qui est synonyme d'agilité, d'adaptabilité, mais elle doit aussi s'adapter à des temps plus longs. Tout ne doit pas être vite fait, etc. Il y a tout d'abord, pour aboutir à ce nouveau système, hein, à cette nouvelle configuration, il faut nouer des partenariats solides avec ses sous-traitants, avec son écosystème, notamment ses fabricants. On ne peut pas avoir des réactivités fortes des chaînes de fabrication, de la fabrication, si vous n'avez pas un partenariat, si vous n'êtes pas en confiance avec des partenaires que vous connaissez, avec qui vous travaillez dans la durée. Donc, véritablement, s'il y a la rapidité de cette chaîne, elle doit se conjuguer avec, effectivement, la confiance et la création d'un véritable écosystème. Et évidemment, ça prend un peu de temps. Un autre point extrêmement important dans une telle configuration où l'organisation va devoir être plus réactive, plus adaptable, c'est aussi une transformation de l'organisation, de la façon dont s'exerce le pouvoir dans l'entreprise, où, je veux dire, il y a une limite pour les salariés à être sous pression. Donc, cette limite-là, on est en train de la vivre, je pense. Donc, les entreprises, les salariés doivent se sentir épaulés, doivent se sentir qu'ils peuvent prendre des risques dans la bienveillance et que ça n'est pas, j'allais dire, ils ne risquent pas leur poste ou autre. Et c'est aussi leur donner plus d'autonomie. Donc, tout ça va prendre un peu de temps. Et donc, c'est pour ça que à la fois vitesse va se conjuguer avec des temps plus longs qui sont absolument nécessaires pour aboutir à cette adaptabilité, cette agilité. Et on peut passer à l'image de conclusion. Voilà. Donc, pour être agile dans ce nouveau monde. Voilà.
Merci beaucoup, Clarisse. Merci Clarisse pour cette intervention fort claire. Je pense que maintenant, il faut s'y mettre. Effectivement, c'est des histoires d'hommes et de femmes. C'est des nouveaux liens de confiance. Je crois que Oui, on l'entendra peut-être un peu cet après-midi, mais il faut dire les choses clairement. Il y a quelques petites défiances à droite et à gauche entre différents acteurs. Il va falloir que ça passe. Voilà, on n'arrivera pas. on va pas pouvoir, j'allais dire, aller vers des écosystèmes réactifs et agiles sans faire confiance. Sans Voilà, faire confiance à des partenaires. Et la confiance, ça se bâtit, ça se construit, ça s'enracine dans la durée. Donc, c'est absolument. là où il y a ce paradoxe entre, j'allais dire, vitesse et temps plus long. Mais sans la Oui, confiance, c'est utopique. Penser qu'on peut avoir des sous-traitants jetables ou des sous-traitants qu'on pressure tout le temps, ça ne va pas être possible parce que le sous-traitant, très naturellement, en cas de crise, il va faire passer les clients qui sont, j'allais dire, les plus respectueux, avec lesquels il a des partenariats, qu'il connaît très bien, dont il connaît aussi je veux dire, les exigences, etc. Donc, les façons de travailler, les habitudes. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. voilà, je pense qu'on le verra tout autour de cette journée. On a les outils, c'est pas un problème d'outils, Non, c'est pas un problème de techno, c'est pas un problème de capacité des uns et des autres. On a, je pense, des chefs d'entreprise de haut niveau sur notre territoire. Maintenant, il faut travailler tous ensemble. Et là, c'est un petit peu plus dur. On le verra, je pense, au cours de la journée. Un très grand merci, Clarisse. c'est plus dur, mais en même temps, je pense que quand on va commencer à y aller, c'est Oui, c'est on a tellement déjà plus. commencé. Non, mais c'est tellement, même à titre personnel, beaucoup plus riche de travailler comme ça. Ouais, je pense que dans ces moments difficiles, je le disais au début, mais ce qu'on trouve comme énergie et comme joie souvent à bosser ensemble entre chefs d'entreprise, je pense que ça aussi, ça peut vraiment nous aider à passer bien cette période super difficile.